Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. On va parler des nouvelles règles des découvertes bancaires, des tensions de plus en plus vives à gauche, de la nouvelle icône des Insoumis aussi qui se trouve du côté de New York. Mais d'abord, les députés commencent aujourd'hui en séance l'examen du budget de la sécurité sociale. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a défendu son projet hier soir sur France 2. C'est le plus grand plan de prévention des maladies chroniques, ce budget de la sécurité sociale. C'est le plus grand plan de soutien à la santé mentale. C'est 4500 recrutements dans les EHPAD. C'est aussi un très grand soutien à ce qu'on appelle France Santé, pour que tous les Français aient près de chez eux un médecin qui puisse les accueillir quand il y a une urgence. On va revenir sur ce que met en avant le gouvernement, mais la Cour des comptes tire le signal d'alarme. Le déficit de la Sécu atteindrait 23 milliards d'euros, en hausse de près de 8 milliards. Manuel Bompard, vos députés sont-ils prêts à prendre leurs responsabilités pour sauver le système, à discuter pour trouver un accord ? En fait, prendre nos responsabilités pour sauver le système, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Madame Montchalin dit le budget de la sécurité sociale c'est ci, c'est ça. Moi je vous dis que le budget de la sécurité sociale qu'elle propose, c'est aussi celui qui fait 7 milliards d'euros d'économies dans les dépenses de santé. C'est aussi celui qui prévoit par exemple le doublement des franchises médicales. La franchise médicale, c'est ce qui est à votre charge quand vous allez acheter des médicaments ou quand vous avez une consultation médicale. Mais le reste à charge est plus bas en France que dans les autres pays, dit Amélie de Montchalin, et 18 millions de Français en sont exonérés. Mais si vous voulez défendre cette mesure, mais si vous pensez qu'en France... que vous répond le gouvernement. Si vous pensez qu'en France, alors qu'il y a déjà des millions de personnes qui renoncent à l'accès aux soins pour des raisons financières, le fait de doubler les franchises médicales ne va pas avoir de conséquences et d'impact, je pense que vous vous trompez. Est-ce que l'objectif de 17 milliards et demi vous paraît négociable de Mme Montchalin, mais bizarrement, elle n'en a pas parlé. Est-ce que l'objectif de 17,5 milliards vous paraît jouable? Non mais alors après ça c'est un deuxième sujet, je réponds par là même à votre question. Vous dites il y a un problème de déficit de la sécurité sociale, donc il faut y apporter des réponses. Qui va dire l'inverse. Mais ensuite, le problème, c'est quelle réponse vous apportez. Alors, soit vous faites comme le gouvernement, c'est-à-dire que vous allez taper dans les dépenses de santé, vous allez mettre davantage à contribution les gens, vous allez faire reposer cet effort sur celles et ceux qui galèrent déjà beaucoup, par exemple, dans leur accès aux soins, soit vous essayez de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et on en est arrivé là parce que si vous ajoutez les exonérations de cotisations sociales qui n'ont pas été compensées par l'État, je rappelle qu'on parle de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est financée par des cotisations sociales. À plusieurs reprises ces dernières années, l'État, en quelque sorte, supprime du financement de la sécurité sociale, et au lieu de le compenser alors qu'il s'est engagé à le faire, il ne le compense pas. Et aujourd'hui, on nous dit, ah bah oui, il y a des trous dans le financement de la sécurité sociale, donc comment on va faire? C'est 28 milliards entre les contournements d'exonérations de cotisations sociales et les exonérations de cotisations sociales qui ne sont pas compensées, c'est 28 milliards par an. Donc il y a largement de quoi financer le déficit dont vous êtes en train de parler. Mais vous êtes en train de nous dire que vous voterez pas ce budget, malgré toutes les mesures qu'a mises en avant la ministre des Comptes publics, le plus grand plan de soutien à la santé mentale, par exemple, malgré la suspension de la réforme des retraites. Alors, rien ne trouve grâce à vos yeux. Mais madame, vous êtes prêt à rejeter même les mesures qui iraient dans le bon sens pour vos électeurs? Mais non, mais s'il y a des mesures qui vont dans le bon sens pour mes électeurs, je les rejette pas, c'est pas le sujet. La question, c'est de savoir, est-ce que le budget de la sécurité sociale dans sa globalité, avec les mesures, j'en ai donné que quelques-unes, je pourrais en donner d'autres. Il y a des économies qui sont faites, par exemple, sur les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, dans le budget de la sécurité sociale. Je trouve ça particulièrement indigne. On a parlé avec la ministre de la Santé la semaine des économies sur ce sujet. Il y a des mesures, par exemple, pour réduire la prime d'activité pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc je vous confirme que moi, mon objectif, c'est de battre ce budget de la sécurité sociale. Quant à la question... Votre objectif, c'est aussi de réduire le déficit de 29 milliards. Mais moi, mon objectif, c'est de faire en sorte de dégager les recettes à la sécurité sociale pour réduire le problème que ont créé les gouvernements précédents, c'est-à-dire de réduire le financement de la sécurité sociale, pour que vous puissiez aujourd'hui m'interroger sur ce plateau en me disant « Ah ben vous voyez, il y a un déficit de la sécurité sociale, donc il faut que ça soit les gens qui payent. » Donc je suis pour réduire ce déficit, mais je suis pour le faire par le rétablissement des recettes qui ont été supprimées ces dernières années. Quant à la suspension, madame, franchement, moi je sais lire quand même. Quand vous dites que les personnes qui devaient arriver à la retraite à 64 ans, c'était la génération 68, et que ce serait demain la génération 69, vous pouvez utiliser les mots que vous voulez, ça s'appelle pas une suspension de la réforme des retraites, ça s'appelle un décalage d'un an de l'entrée en vigueur de la retraite à 64 ans, qui ne concerne même pas l'ensemble des générations, puisqu'il a été sorti depuis que, par exemple, toutes les personnes qui sont dans des dispositifs carrière longue ne sont pas concernées. Donc, pardonnez-moi, mais ça s'appelle une esbrouffe, ça s'appelle pas un progrès. On vous entend. Il y a
la sécurité sociale, il y a aussi le projet de loi de finances qui ne sera pas voté aujourd'hui parce que les débats n'ont pas pu être bouclés à temps. Il sera réexaminé plus tard. C'est pas toujours simple de comprendre votre stratégie sur ce sujet. Comme la droite, vous avez voté donc contre la suspension de la réforme des retraites en commission. Vous nous confirmez ce matin que vous y êtes toujours opposé, exactement. Comme la droite, vous avez aussi voté contre le nouvel impôt sur la fortune improductive. Et comme la droite, vous avez voté un amendement de Laurent Wauquiez qui vise à indexer l'impôt des plus hauts revenus sur l'inflation. Donc vous êtes de droite maintenant. Je pense que vous allez avoir du mal à convaincre quelqu'un dans ce pays sur ce sujet. La liste parle d'elle-même. Mais maintenant, madame, enfin, je veux dire, moi, en fait, je défends des orientations programmatiques. Et quand il y a un amendement, par exemple, pour supprimer le gel du barème de l'impôt sur le revenu l'année prochaine, c'est-à-dire une mesure qui reviendrait à ce que vous ayez 200 000 à 300 000 personnes qui vont demain payer des impôts alors qu'ils n'en payent pas parce qu'ils ont aujourd'hui des trop faibles revenus pour payer ces impôts. Et quand vous avez cette mesure-là, elle conduirait à ce que 18 à 19 millions de personnes payent davantage d'impôts sur le revenu. Mais les socialistes voulaient la même chose, mais uniquement pour les bas revenus. Mais moi, vous avez, comme Laurent Wauquiez, décidé d'exonérer même les plus hauts revenus. Si vous voulez, après on peut rentrer dans la technique parlementaire. Nous avions déposé un pédagogue, si possible. Il faut y aller, mais il faut être pédagogue parce que les gens ont du mal à comprendre. Donc on va pas rentrer trop dans le détail. Mais moi, je suis très content que nous ayons obtenu et réussi à battre dans le budget une mesure qui allait peser en particulier sur les personnes qui sont les personnes avec les plus faibles revenus qui allaient payer de l'impôt sur le revenu l'année prochaine. Voilà. Donc moi, mon sujet, c'est pas je vote comme un tel ou comme un tel. Si ça va dans la bonne direction, je le vote et je peux vous faire toute une série si vous voulez. En tout cas, vous votez pas comme les socialistes. Parce que le socialiste vous accuse de voter juste sujets, pour être en je vote comme les socialistes. Mais maintenant, si vous voulez qu'on parle de ce fameux impôt sur la fortune improductive. C'est incroyable, c'était exactement ma question. Munid, pourquoi vous n'avez pas voté cet impôt sur la fortune improductive? Je le rappelle, les actifs improductifs, on parle de l'or, des yachts, des œuvres d'art et des placements d'assurance vie. Pourquoi vous l'avez pas voté? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison très simple. Dans l'impôt qui existe aujourd'hui, qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière, il y a un barème progressif, pardon. C'est-à-dire que plus vous avez de l'argent et plus vous allez payer d'impôts. Dans ce nouvel impôt qui a été introduit par un vote commun des socialistes, du MoDem et du Rassemblement national, il y a un taux fixe à 1%. Ce qui veut dire une chose très simple. L'objectif de tout le monde, c'était de dire il faut répondre à une question, c'est pourquoi les milliardaires payent pas suffisamment d'impôts. Donc il faut faire payer davantage d'impôts aux milliardaires. C'était pas assez pour que vous la votiez. Non mais c'est pas que c'est pas assez, c'est qu'avec cette mesure, les milliardaires vont payer moins d'impôts. Vous comprenez? Et en même temps, l'assiette de l'impôt est élargie. Oui, ceux qui ont des yachts, des bijoux. Très bien. Et je suis tout à fait favorable. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on élargisse cette assiette. Je suis pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on introduise un taux fixe qui va se traduire par le fait que les milliardaires, avec cette mesure, vont payer moins d'impôts. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Et sur le rétablissement de l'ISF que le PS se félicite d'avoir établi, pourquoi vous ne le votez pas? Mais non, mais c'est pas le rétablissement de l'ISF. Je viens de vous expliquer pourquoi ce n'est pas le rétablissement de l'ISF. Donc moi, s'il y avait une mesure qui permettait de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, évidemment, je l'aurais voté, c'est dans notre programme. Donc je vote, les choses qui correspondent à mon programme. Et on a trouvé quelque chose, que vous avez un taux fixe avec un seuil d'entrée dans l'impôt plus faible qu'avant. C'est une mesure qui va se traduire par une baisse d'impôts sur les plus riches. On vous entend, même si le PS dit que ça rapporterait 2 milliards de plus que l'impôt sur la fortune. Et la ministre dit au mieux 500 millions en n'étant pas tout à fait sûr de son chiffrage. C'est toujours un peu plus. Il y a une mesure que vous avez votée, c'est une nouvelle taxe sur les multinationales. Elle vise à faire en sorte que ces multinationales qui ont des activités en France payent l'impôt en France. Elle est censée rapporter 26 milliards d'euros. Écoutez ce qu'en disait hier Philippe Aghion, prix Nobel d'économie à votre place. Les Suédois, les Danois, les pays les plus redistributifs ne le font pas parce qu'ils sont responsables. Parce que le problème, c'est que si vous taxez trop, si vous mettez des taux prohibitifs en France seulement, vous allez avoir des revenus fiscaux qui vont baisser parce que ou les gens vont partir ailleurs, ou ils ne feront plus. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà, donc pour résumer, les investisseurs partiront et les recettes vont baisser, dit le prix Nobel d'économie. Mais c'est vous qui avez raison, Manuel Bompard. Mais d'abord, pardon, mais je me permets de vous dire que vous savez, l'économie, c'est pas une science exacte. Il y a différentes orientations économiques. Il y a des prix Nobel d'économie, par exemple, qui sont pour la taxe Zuckman. Il y en avait 7. Et puis il y a des prix Nobel d'économie qui sont contre. Comme Philippe et il y a un débat. Philippe Aghion qui était contre. Et donc si Monsieur Aghion veut débattre, on peut débattre. Mais c'est pas parce qu'il a eu le prix Nobel d'économie que c'est lui qui a raison sur tout. Je vous rappelle qu'il a été l'inspirateur économique d'Emmanuel Macron, qui nous a quand même amené dans un fiasco d'un point de vue économique. Donc vous voyez, on peut débattre. Il a inspiré la suppression de l'ISF par exemple, et la flat tax, mais il a pris sa distance après. Voilà, mais donc je suis pas sûr que ça a été par exemple des mesures de très grand intérêt. Mais bref, maintenant vous m'interrogez sur ce sujet. Je voudrais quand même préciser quelque chose. Il s'agit pas de dire on va augmenter les impôts. Il s'agit de dire on va créer les conditions pour faire en sorte que les multinationales payent l'impôt qu'elles doivent
payer en France. Pourquoi? Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une pratique qui s'appelle, pardon du terme un peu technique, les prix de transfert, c'est-à-dire vous créez de l'activité économique en France, mais plutôt que d'être imposé sur les bénéfices que vous avez réalisés en France, vous évadez ces bénéfices dans des paradis fiscaux. Cette mesure, elle permet juste de faire en sorte une chose très simple, c'est que le bénéfice payé en France correspond au chiffre d'affaires que vous avez réalisé en France. C'est-à-dire c'est une mesure pour lutter contre le contournement de l'impôt. Donc en fait, tout le monde devrait être d'accord avec cette mesure. Vous pouvez pas accepter l'idée que les multinationales payent pas l'impôt en France alors que votre boulanger, votre PME, elle paye son impôt en France. Ça a l'air magique. Qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'économie? C'est pas magique, c'est une mesure avec un peu de courage politique. Qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'économie Roland Lescure qui dénonce une taxe qui va à l'encontre, on va rester simple, mais vous savez, il y a des conventions fiscales signées par la France et donc il dit que la France a signé tellement de conventions fiscales avec le monde entier que cela impliquerait de devoir rembourser les recettes prélevées. Est-ce que vous pouvez faire, vous, abstraction de cela? Mais non, mais c'est pas abstraction, mais ce qu'il dit est faux. C'est une mesure qui serait dans la loi française. Je vais vous expliquer de manière très simple comment vous faites. Vous regardez la proportion du chiffre d'affaires réalisé donc, le ministre de l'économie par rapport à l'échelle mondiale et vous faites en sorte d'imposer sur le bénéfice au même niveau, c'est-à-dire avec la même proportion par rapport au bénéfice déclaré à l'échelle mondiale. C'est très simple à faire. Mais attendez, monsieur Lescure, dès qu'il y a une mesure qui ne lui convient pas, je suis débat avec lui depuis 2 semaines il est sur les bancs de l'Assemblée nationale, dès qu'il y a une mesure qui lui convient pas, il nous dit c'est pas possible. Alors c'est pas possible de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude et d'évasion fiscale, c'est pas possible d'empêcher l'optimisation fiscale, c'est pas possible. C'est arrivé que la France doive rembourser certaines mesures, c'était arrivé avec la taxe sur les dividendes en début du mandat de François Hollande qu'il avait fallu rembourser. Aujourd'hui, Roland Lescure dit on s'expose à ça. Madame Lambray, pardon, il faut être précis. La taxe à 75% qu'avait proposée à l'époque François Hollande dans sa campagne présidentielle, à laquelle je crois que lui-même ne croyait pas d'ailleurs, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Mais je vous parle pas de ça. On a dû rembourser une autre taxe sur les dividendes. Je sais pas de laquelle vous parlez, mais là, en l'occurrence, il n'y a rien de contraire aux conventions fiscales françaises dans la taxation sur les multinationales qui a été votée la semaine dernière par l'Assemblée nationale. Donc vous voterez pas ce budget ? C'est quoi votre objectif? Le budget de l'État, évidemment que je le combats. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans ce budget, parce que personne n'en a parlé pour l'instant, il y a une mesure qui vise à diviser par 2 la prime de Noël. La prime de Noël, c'est la prime qui est versée aux personnes qui sont allocataires du RSA, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la plus grande situation de précarité. On leur verse pas des millions, on leur donne 150 € au moment de Noël pour pouvoir acheter des cadeaux pour leurs enfants ou pour leurs neveux. Et ceux qui n'ont pas d'enfants n'auraient plus cette prime. Mais c'est ignoble. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils pourront plus donner un coup de main à leurs neveux, à leurs nièces, venir en famille, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont une famille quand même. Et voilà, c'est sur ces gens-là qu'on va faire des économies. Pardon, non, je vais pas voter ce budget et je vais faire le maximum pour le combattre et pour l'empêcher. Je l'ai empêché parce qu'il est injuste socialement. Et vous voulez quoi, que le gouvernement passe par ordonnance? C'est quoi le but? Non, mais moi je veux changer d'orientation économique. Je veux la bifurcation économique parce que non seulement ce budget il est injuste d'un point de vue social, mais en plus il nous amène dans le mur d'un point de vue économique. On aurait pu dire à M. Haguillon, vous savez que le budget, les prévisions de l'Observatoire français des conjectures économiques, c'est que ça va diviser la croissance du pays par 2 l'année prochaine. Pour une raison simple, c'est que si votre budget, c'est une budget qui se traduit par des baisses du pouvoir d'achat et des coupes dans la dépense publique, mais à la fin, c'est la machine économique qui se grippe. Il faut faire précisément l'inverse. Il faut avoir une politique de bifurcation et une politique de relance écologique et sociale. Donc il nous amène dans le mur. Madame Montchalin dit, vous voulez faire dérailler le budget, mais elle est en train de faire dérailler le pays. Donc pardon, excusez-moi de défendre mon pays et de faire en sorte qu'il puisse s'orienter d'une manière différente d'un point de vue économique. On vous entend dans un instant. Pourquoi la guerre ouverte entre socialistes et insoumis fait rage, mais avec vous, le coordinateur national de la France Insoumise. Mais tout de suite, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Jeanne Lombard-Brunel. France a pris des mesures à la hauteur de la gravité de la situation et collaborera à 100% avec la justice. C'est ce qu'assure ce matin le porte-parole de la plateforme chinoise. Des vendeurs ont utilisé le site pour vendre des poupées sexuelles ressemblant à des enfants. La justice française a annoncé enquêter sur Shein, mais sur d'autres sites chinois également. AliExpress, Temu et Wish, le BHV, magasin parisien où doit s'installer Shein demain, dit vouloir continuer sa collaboration avec la marque. Les partenaires sociaux ont rendez-vous avec le ministre du Travail ce matin, une réunion pour tenter de trouver un compromis sur la réforme des retraites de 2023. Sur France Info, le patron de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dit se préparer à tous les scénarios. Il ne faudra pas forcément travailler plus tard, dit-il. L'emploi des seniors reste l'une de ses priorités. Près de 200 postes bientôt supprimés dans l'Allier. L'entreprise de métallurgie Erastil enregistre des mois de baisse d'activité. 240 personnes travaillent actuellement dans l'entreprise. Il va falloir être solide ce soir, très solide. Le PSG
reçoit le Bayern Munich pour un match de Ligue des Champions de football. Ce sera dès 21h à suivre sur France Info. Le Bayern a la meilleure attaque d'Europe, 54 buts inscrits par les Bavarois cette saison. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Merci beaucoup Maureen Suignard, bien sûr, toujours en plateau avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Philippe Aghion a un petit message à faire passer aux députés, Paul. Bompard, il ne vous a pas cité personnellement hier le prix Nobel d'économie. Néanmoins, je le cite, il est atterré par le niveau général économique des députés de la nation. Je suis passé en commission économique à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que j'étais atterré par le niveau intellectuel et économique de certains députés, quoi. Vraiment ne comprennent absolument rien à l'économie et ne s'informent pas et ne lisent pas et ne regardent pas. Ils vous parlent sans être informés. Vous êtes tous nuls en économie? Je sais pas de qui il parle. En tout cas, personnellement, je me sens pas concerné. Je pense que je travaille, je défends des positions politiques et je pense qu'il devrait faire attention. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes positions politiques que lui qu'on est nul et que lui il est génial et super. D'ailleurs, il dit que certains ne lisent pas. Il a été en commission, pas vrai, il a écouté des débats. Enfin, écoutez, moi, ils travaillent tous de la même façon, les députés. Mais je n'en sais rien. Mais moi, enfin, je suis dans des débats à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est des débats de bonne tenue. Après, il y a des visions économiques différentes qui s'affrontent. C'est ça la démocratie. Monsieur Aghion, s'il pense qu'il y a une logique économique qui est parfaite, qui est géniale, qui est démontrée scientifique, qu'il faut s'appliquer, dans ce cas-là, supprimer l'Assemblée nationale, supprimer le gouvernement et mettez Monsieur Aghion comme chef suprême de la nation. Enfin, franchement, le débat économique, ça existe. Moi, je suis prêt à en débattre avec Monsieur Aghion s'il veut, et il verra si on est nul en économie. Eh ben, on lui proposera un débat sur France Info. On parlait des socialistes aussi. Jean-Luc Mélenchon accuse le PS d'avoir changé d'alliance, d'être passé d'une alliance à gauche à une alliance avec Gabriel Attal. Écoutez, le patron du PS, il a répondu à Jean-Luc Mélenchon sur France Inter hier. Je ne sais pas de quoi il parle, hein. Et de toute façon, ce qu'il dit, pour moi, a assez peu d'intérêt. Parce que c'est pas en multipliant les fake news, et chacun sait ici qu'il n'y a aucun accord entre le gouvernement et les socialistes. Voilà, essayer de trouver des compromis avec le gouvernement, pour vous, c'est forcément avoir changé d'alliance ? Bah, il a changé d'alliance, c'est pas insultant, c'est un fait. Je veux dire, aujourd'hui, pardon, mais les discussions sur le budget, elles se font pas comme elles se faisaient l'année dernière entre les différents groupes du nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale pour mener des batailles communes. Elles se font dans des réunions communes entre Olivier Faure et Gabriel Attal et Monsieur Le Cornu. Il a obtenu des avancées sur les retraites notamment, et que vous faites la politique de la chaise vide. Si vous voulez, on peut à nouveau faire le démontage de cette soi-disant avancée sur les retraites, dont je vous ai expliqué à quel point tout à l'heure elle était, à mon avis, une esbrouffe, d'autant plus qu'elle est payée dans le budget de la sécurité sociale par une augmentation de la taxe sur les mutuelles qui va se répercuter directement sur les personnes ça, vous l'avez dit, mais il y a aussi le dégel des prestations sociales et des pensions de retraite. Il y a aussi l'ISF qu'ils disent avoir récupéré. Vous avez obtenu quoi pour vos électeurs? Est-ce que c'est pas plus efficace de faire comme le Parti socialiste? En fait, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que quand l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale votent contre le gel des retraites et le gel des pensions dans le budget de la sécurité sociale, vous me dites c'est une victoire des socialistes dans leurs négociations. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un groupe qui a voté pour le gel des retraites à l'Assemblée nationale. C'est pas une victoire des socialistes, c'est juste que le gouvernement est arrivé avec une mesure tellement insupportable qu'il n'y a pas un député de l'Assemblée nationale qui la soutient. Même les propres partisans du gouvernement ne la soutiennent pas. Donc ne me dites pas ça. Maintenant, qu'est-ce que les socialistes ont obtenu ? Qu'est-ce que les socialistes ont obtenu ? Ils ont obtenu un sursis pour le gouvernement qui aurait pu être renversé il y a maintenant un mois. On aurait pu avoir un autre gouvernement, on aurait pu avoir un gouvernement avec d'autres logiques économiques, et à cause de c'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ce gouvernement est toujours en place et peut continuer à dérouler sa politique macroniste. Et attendez, parce qu'à un moment, il faut quand même dire quelque chose sur ce sujet. Je veux dire, Olivier Faure, il vient tous les jours sur un plateau de télévision pour dire retenez-moi ou je vais faire un malheur. Si il y a pas la suspension intégrale et complète, point de départ de la discussion de la réforme des retraites, on va censurer. Il n'y a pas la suspension intégrale, il n'y a pas de censure. S'il n'y a pas la taxe Zuckman, on va censurer. S'il n'y a pas la taxe Zuckman Light, on va censurer. Il n'y a pas la taxe Zuckman, il n'y a pas la taxe Zuckman Light. S'il n'y a pas un geste pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, on va censurer. Il n'y a pas de geste pour le pouvoir d'achat des Français. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, on perd un peu de crédibilité. Vous savez, c'est comme les personnes là, vous voulez retenez-moi et sinon vous allez voir ce qu'il va voir. Bon, personne ne le retient, il se passe rien. Donc je pense que plus personne ne le prend vraiment au sérieux. Double question pour vous, Manuel Bompard. J'essaie de comprendre au fond de vous, vous vous dites quoi? Le PS vous trahit ou le PS vous échappe et réussit sans vous? Et deuxième question, est-ce que vous appelez vos anciens camarades socialistes, et il paraît loin le temps après la dissolution du nouveau Front Populaire quand vous étiez unis, est-ce que vous les appelez à voter la censure ou alors vous n'entendez absolument plus rien d'eux?
Mais moi, j'appelle l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale, inclus évidemment les députés socialistes, à censurer ce gouvernement le plus rapidement possible. Vous allez déposer une motion de censure? Et je leur dis, tenez compte, prenez acte de l'impasse dans lequel vous vous êtes mis. Et sortez de ce bourbier. Et la manière de sortir de ce bourbier, c'est de censurer immédiatement le gouvernement. Nous, on est prêts évidemment à déposer une motion de censure dès lors où les socialistes nous disent maintenant on va censurer, parce que moi je vais pas déposer une motion de censure pour rien. Parce que vous avez droit à un certain nombre de motions de censure. On a droit qu'à 3 motions de censure entre maintenant et le mois de juin. Et vous avez déjà échoué à renverser le gouvernement, malgré les voix du Rassemblement national et des alliés du Rassemblement national. Il a manqué 18 voix la dernière fois pour renverser le gouvernement. Bon, donc maintenant, si c'est pour redéposer une motion de censure pour obtenir le même résultat, donc moi je dépose une motion de censure, là elle est prête, il n'y a pas de problème, et dès lors qu'il y a une possibilité d'obtenir un résultat différent de celle d'il y a un mois, évidemment on déposera cette motion de censure immédiatement. Et je dis aux socialistes, sortez de cette situation. Et maintenant, je ne confonds pas la direction du Parti socialiste et ce que disent aujourd'hui les militantes et les militants du Parti socialiste, parce que je crois qu'ils ne partagent pas cette orientation. Et je vois même que dans le groupe socialiste, il y a eu par exemple un communiqué de 3 députés socialistes hier, disant maintenant il faut que les socialistes votent sur ce sujet. Alors c'est pas à moi de dire comment le Parti socialiste doit fonctionner, mais je pense que le Parti socialiste doit sortir de la situation d'impasse dans laquelle il s'est mis. Manuel Bompard, à partir de 2026, les découverts bancaires seront plus strictement encadrés. Ils seront considérés comme des crédits à la consommation. Roland Lescure d'ailleurs reçoit aujourd'hui les banques, les associations de consommateurs pour rassurer. Vous avez lancé une pétition contre cette mesure. Pourquoi dites-vous que les découverts bancaires seront interdits? C'est une fake news, vous répond la porte-parole du gouvernement. C'est tellement une fake news que Monsieur Lescure, vous l'avez dit dans votre introduction, on reçoit aujourd'hui les fédérations bancaires et les associations de consommateurs. C'est tellement une fake news que le président du Crédit Mutuel disait en début de semaine que cette mesure, elle allait se traduire par beaucoup de difficultés pour les personnes modestes dans l'accès aux découverts. Donc non, je crois pas que ça soit une fake news. Mais donc ils seront toujours autorisés. Vous reconnaissez bien qu'ils seront pas interdits. Pour tout le monde, non, madame. Ils seront encadrés. Non, ça veut dire qu'il y aura ce qu'on appelle c'est un peu technique, des études de solvabilité pour savoir si une personne, alors qu'aujourd'hui elle n'est pas soumise à ces études de solvabilité, si elle c'est déjà le cas à partir d'un certain montant. À partir d'un certain montant, mais ce que change cette ordonnance qui a été pris par le président de la République, c'est un peu compliqué. La transposition d'une directive européenne. A, en gros, surtransposé, parce que la directive initiale qui a été votée au Parlement européen, c'était notamment par les députés par tout le monde, c'était une directive qui visait à mieux protéger les gens contre la publicité mensongère, par exemple sur les crédits à la consommation. Ça, personne ne peut y être opposé. Mais je veux préciser que l'habilitation au président de la République à passer par ordonnance, elle a donné lieu à une proposition de loi à l'Assemblée nationale, et qu'à ce moment-là, les Insoumis, nous avons dit une chose simple, nous avons été seuls. Nous avons dit attention. Vu que la directive, elle peut être interprétée d'une certaine manière, il faut pas faire par ordonnance, il faut qu'on ait un débat parlementaire. À ce moment-là, on a déposé des amendements sur ce sujet, et malheureusement, ils ont été rejetés parce que le Rassemblement national d'un côté et le Parti socialiste de l'autre s'y sont opposés. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Il est 8h57 dans 12 secondes. Il y a beaucoup de sujets. C'est l'heure, vous le savez, de la question qui. Et aujourd'hui, la question qui survole comme Jordan Bardella dans un sondage Elab paru dans La Tribune ce dimanche. Jordan Bardella, aujourd'hui, il est entre 35 et 37,5% d'intention de vote. C'est 20 points d'avance sur vous et sur l'ensemble de ses concurrents au premier tour. Qu'est-ce qu'il a compris que vous n'avez pas compris? Alors, je vous informe d'une chose. À l'élection présidentielle de 2022, il y a eu 1 point d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. 18 mois avant, dans les sondages, il y en avait 22. Des points d'écart. Donc vous voyez, vous me dites il y a 20 points d'écart. C'est la preuve qu'un sondage, ça fait pas le résultat d'une élection. Pour le reste, les électrices et les électeurs, ou celles et ceux qui sont intéressés par les idées de monsieur Bardella, devraient savoir que depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'il faut mettre à contribution les plus riches pour protéger ensuite les plus pauvres des impacts du budget, le Rassemblement national s'allie avec la Macronie pour voter contre. Par exemple, hier, quand il... Et parfois pour voter Zuckman, avec vous pour certaines... Par exemple, sur la taxe Zuckman, vendredi, la taxe Zuckman qui vise à faire en sorte que les milliardaires payent enfin le taux d'impôt qu'ils devraient payer, le Rassemblement national s'y est opposé, alors qu'il y a quelques mois, il s'abstenait sur ce sujet. Ça dit quand même à quel point le Rassemblement national est devenu le syndicat des très très riches, et ça dit aussi comment il peut changer de programme au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, et à quel point il ne faut pas lui faire confiance. Et juste, il y a un petit frémissement à la hausse de la France insoumise. Vous comptez sur la faiblesse du ticket d'entrée pour accéder au second tour ? Moi, je compte d'abord sur notre force de conviction, sur le fait que un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui, pour l'instant, sont à distance de l'élection présidentielle, quand ils rentrent dans le débat, s'intéressent à notre programme, s'intéressent aux propositions politiques qu'on formule. Et vous pouvez au moins noter qu'à chaque fois que la France insoumise a fait des campagnes nationales, présidentielles ou législatives, on est parti généralement assez bas dans les sondages et on a fini globalement assez haut. Donc moi, je suis confiant sur notre capacité à engager une dynamique pour être qualifié au second tour et pour battre le Rassemblement national au second tour si
c'est le Rassemblement national qui est face à nous au second tour. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci.